BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club, ravi de vous retrouver. On est ensemble en direct sur BFM Business jusqu'à 15h30. On va parler de réglementation, évidemment, de fiscalité, des cours aussi, de l'actualité. L'Europe aussi va-t-elle dans le bon sens face aux États-Unis de Trump? On va poser toutes ces questions à mes invités. Louis-Alexandre de Froissart, CEO Montaigne Conseil et Patrimoine. Bonjour, belle tenue. Bonjour Sandra, oui, il y a un même connu au niveau de Bitcoin et c'était important de l'incarner après Auxerre. Voilà, exactement, on va reparler d'Auxerre et de cet événement tout à l'heure avec vous. Louis-Alexandre, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je vous rappelle l'adresse à laquelle nous écrire, crypto@bfmbusiness.fr. On le dit pas assez souvent, mais il faut nous écrire. Mathieu, Victor, Kenny, Laurent nous ont posé plein de questions et ces questions, on les posera à nos experts jeudi. Vous savez, c'est la session questions-réponses toutes les semaines. Elle n'a pas eu lieu la semaine dernière parce qu'il y avait une spéciale BCE et on s'en excuse. Merci d'avoir posé la question, mais vos questions et réponses sont évidemment enregistrées. crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez vos questions, on y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Messieurs, on va commencer par commenter l'actualité. Déjà, c'est cette chute. Alors, j'avais pas le droit de dire vertigineuse. Hier, je me suis fait gronder par Alexandre Stachenko, qui m'a dit que c'était pas possible, fallait garder mon optimisme. Les cours, on va regarder le cours du Bitcoin qui est juste en dessous des $100 000, me semble-t-il, 99 000 $. C'est remonté, mais on la voit, cette chute qui a été là depuis dans le week-end. Un commentaire, Louis-Alexandre. Avant le sommet du cycle précédent, 2021, on a eu une chute de 40% d'Ethereum qui a été suivie moins de 6 mois plus tard par son plus haut historique après presque triplement du cours. Donc les vieux de la crypto, ça fait bouger une moustache sans bouger l'autre. Et après, je pense que c'est souvent une question d'opportunité pour ceux qui veulent un tout petit peu se positionner sur quelques altcoins, donc des jetons qui ne sont pas Bitcoin. Parfois, c'était l'occasion de faire des bons achats. Hier matin, de toute façon, c'est des liquidations. Liquidation, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui prennent des paris très forts, avec énormément de leviers. Et parfois on joue un peu beaucoup, et quand il y a une correction comme ça, eh bien il y a des liquidations en cascade, et ce qui fait que les liquidations en cascade amènent de nouvelles baisses, et c'est pour ça qu'à un moment donné ça ne s'arrête pas, contrairement à un marché boursier normal où nous aurions eu des suspensions de cours, ce que nous n'avons pas sur les cryptos. Oui, ça s'arrête jamais, et ça baisse beaucoup le week-end, ça arrive souvent le week-end, évidemment. Ça peut, en tout cas, ça peut. Il n'y a pas de rupture, effectivement, les détenteurs fortunés auraient été contraints d'être taxés sur leur plus-value latente, donc sans réaliser de vente. Là, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on veut essayer de faire en Europe. Et contradictoire avec la détention de long terme. On explique, nous, que c'est un actif qu'il faut détenir sur le long terme. Et donc, ça me fait penser à une phrase de Desproges qui disait que les politiques modernes renomment les choses pour éviter les problèmes en appelant un chat un chien. Et c'est à peu près ça, ce type de nouveau terme qu'on va trouver pour essayer de lever un impôt supplémentaire. Les politiques et les institutions, d'ailleurs, ça m'évoque cette question. Deux salles, deux ambiances. Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui se tourne vers les cryptos. Les banques sont parfaitement capables de servir les clients crypto tant qu'elles peuvent comprendre et gérer les risques. Nouvelle position, nouveau positionnement de Jérôme Powell. On va commencer par commenter cette nouvelle posture, Alexandre. Qui va un peu dans le sens de l'histoire. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont commencé avec les dérivés, marché des dérivés ouvert le 1er janvier 2018. Ils ont qualifié donc Bitcoin, par exemple, matière première. Donc, on a eu les ETF au début d'année dernière, 2024. Donc je pense qu'on va dans le bon sens, et c'est factuel. Aujourd'hui, les banques, je pense, savent s'appuyer sur les bons prestataires pour conserver les cryptos. Et moi, ça me poserait pas de problème particulier que les banques en France proposent ce service. Bon, ils ne le proposent pas, ils vont même nous mettre dehors de chez eux quand on le propose. C'est soit, on va le chercher, soit en France sur quelques acteurs régulés, mais malheureusement de plus en plus, on va le chercher à l'étranger. On se sent un peu agacé sur les positions et sur ce qui se passe un petit peu en Europe en ce moment, Laurent et Louis-Alexandre. Mais bon, on va y revenir. Cette dernière actu, le président américain Donald Trump, qui pourrait gracier l'ex-patron de la bourse crypto FTX, Sam Bankman-Fried. Ça pose plus généralement la question de sa façon d'agir par rapport au secteur, ce qu'il fait depuis qu'il est investi. Est-ce que ça a des chances d'aboutir, d'après vous, Louis-Alexandre, est-ce que c'est une bonne façon de prendre les choses? Je ne pense pas que ça soit le meilleur qui puisse arriver, puisque on a
a FTX qui est quand même dirigé par quelqu'un qui a largement piqué dans la caisse, pour lui et pour les autres, puisqu'il a arrosé intelligemment républicains comme démocrates, à peu près autant de chaque côté. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'avoir la punition, la correction qui mérite. Il ne faut pas qu'il y ait deux régimes, un régime pour les citoyens extraordinaires et pour les citoyens lambda. S'il y a eu des choses qui sont condamnables chez FTX, il doit être condamné, point. Comme d'ailleurs Silk Road, on a le patron de Silk Road qui a été libéré. Bon, et comme le fils Biden, je pense qu'il y a des moments où on a des gens qui sont libérés. Ce n'est pas du tout un bon signal pour la population, qu'il s'agisse de républicains ou de démocrates. C'est pas un sujet de couleur politique. Alexandre, quel est votre sentiment? Eh bien, que je partage totalement. Je dirais qu'une fois qu'ils ont fait des gros bénéfices aux États-Unis, ils arrivent en Europe et avec leurs millions et leurs centaines de millions, ils font changer la réglementation. On a déjà vu ça. Nous, en tant que conseil, nous faisons partie des quelques-uns qui ont activé la clause dite de grand-père. C'est-à-dire que pour continuer à faire du conseil en 2026, eh bien, nous sommes déclarés fin 2024 pour déposer un dossier dans le courant de 2025 pour être PSAN conseil. Et là encore, on peut dire que c'est quand même, pour un conseiller en gestion de patrimoine, un sacré parcours du combattant. Oui, c'est bien de le dire effectivement sur le terrain que ça donne ça en ce moment et que 2025 ça va être quoi, une année charnière où ça va se décider, l'avenir finalement de Bitcoin et des cryptoactifs va se décider en Europe. Mais chez les conseillers en gestion de patrimoine, c'est très simple. Si vous regardez la loi telle qu'elle est faite, c'est fini. De manière indépendante, il y en a 5 en France qui ont choisi de donner du conseil en crypto. Là, on a vite fait le ménage. 5 sur 4000. Si on se lance, c'est maintenant. En Belgique, en Allemagne, etc. Oui. Il faut un cadre. On est d'accord qu'il faut un cadre. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. On a besoin d'un cadre et on était très content d'avoir un cadre. Après, aujourd'hui, on rajoute des couches et sur lesquelles on se rend compte en plus que l'Europe n'est pas forcément toujours d'accord avec ce que fait la France. Parce que récemment, l'ESMA est venu taper sur les mains de la Commission et en disant que notamment qu'il y avait des choses qui étaient prises en France qui allaient au-delà de l'esprit de la loi. Donc à un moment donné, calmons-nous, allons à l'essentiel, la protection du consommateur final, de l'investisseur final. C'est ça qui compte. Ouais. Un autre sujet, le minage. Vous vouliez parler de ça, Louis-Alexandre. Tout le monde veut miner du Bitcoin, c'est nouveau ça? Alors, que tout le monde veuille en miner, c'est nouveau. Par contre, de plus en plus de gens veulent en miner, il faut comprendre pourquoi. Alors d'abord, l'état de l'art aujourd'hui. Habituellement, quand on divise par 2 la récompense des mineurs tous les 4 ans... C'était en avril dernier. Voilà, 19 avril l'année dernière, le halving. À ce moment-là, il y a une baisse de récompense. Donc la plupart du temps, le nombre de mineurs ou de machines qui continuent à miner baisse. Pourquoi? Parce que c'est moins rentable pour un certain nombre d'entre eux. Cette année, ça n'a pas été le cas, puisqu'aujourd'hui, on est globalement 7-8 mois après cet événement et on a 30% de puissance en plus sur le réseau. C'est-à-dire qu'on a globalement augmenté de 25% le nombre de machines sur le réseau. Il y a de plus en plus de monde qui veut miner. Alors ça, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de monde. Eh bien, parce que d'un côté, vous avez en même temps, en 2024, les ETF, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des produits collectifs qui permettent d'acheter du Bitcoin à moindre prix et qui ont été mis en place par toutes les grandes banques. Et eux, ils sont en train d'assécher tous les Bitcoins qui sont présents sur les différents échanges. Ce qui fait que maintenant, ces gens-là disent, bon, bah, il faut aller chercher les Bitcoins à la source. La source, c'est où? Eh bien, c'est chez les mineurs. Et donc, les mineurs se retrouvent de plus en plus courtisés pour payer leur bitcoin, pour acheter leur bitcoin, quelquefois même un petit peu plus cher que le prix. Et donc, c'est à cette source-là. Donc, certains se disent, ah ben tiens, si demain les ETF viennent m'acheter mes bitcoins, moi aussi, je peux me mettre à en miner. Et c'est ça qui fait ce déséquilibre, puisqu'on a des flux constants d'investissement dans les ETF, et de l'autre côté, une source qui se tarit. Donc, on va là où on crée les bitcoins, et là où on crée les bitcoins, c'est le minage. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des enjeux aussi géopolitiques là-dedans. Il y a des enjeux géopolitiques très importants, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis à cette table, mais de l'autre côté, on se retrouve au niveau de la guerre froide. La géopolitique, nous, on le sentait venir en mars l'année dernière, où la Russie n'avait pas véritablement, fait son coming out sur le mining. C'est arrivé dans le courant de l'été, avec une première communication en août, puis en septembre, puis en fin d'année. Poutine a à 3 reprises parlé du minage. Il a dit que la Russie était l'endroit parfait, notamment la Sibérie était l'endroit parfait pour miner. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 13% des bitcoins au niveau mondial sont minés en Russie, sur le territoire russe. Et là, on a une annonce encore très intéressante parce qu'il y a eu des décrets qui étaient... On a dit oui, là, en janvier, Monsieur Poutine interdit le minage. Non, il interdisait le minage dans les régions qui sont déficitaires en énergie. Donc c'est vraiment une gestion, à la russe, quoi. Je gère une stratégie globale au niveau du pays. Et donc là, l'un des plus gros intervenants, qui s'appelle Rossetti, qui gère 660 gigawatts de puissance,
puissance, a dit, écoutez, nous on est présent dans 75 régions russes et on va structurer notre efficience. On sait tous que les réseaux, à des moments, ont de l'électricité non consommée. Et c'est là où on mine le Bitcoin, sur de l'électricité non consommée, ce qu'on appelle les extra-capacités. Et les Russes ont beaucoup d'extra-capacités sur leur réseau, et donc ils vont augmenter leur capacité de minage. Ils l'ont annoncé sur l'agence TASS il y a à peu près, c'était la semaine dernière. Donc ce qui veut dire qu'on se retrouve avec 3 pôles de minage, qui sont la Russie, la Chine et les États-Unis, les 3 pôles les plus importants. On se retrouve dans une guerre commerciale, une guerre stratégique du Bitcoin. Et c'est pour nous des éléments très importants pour la continuité de la valorisation, parce qu'aujourd'hui c'est le minage, mais demain, vous verrez, ça sera sûrement une réserve de change. Je l'ai dit en fin d'année dernière, mais je pense que c'est l'étape d'après. C'est hyper intéressant. Vous avez dit 13% minés en Russie. C'est combien en Chine et aux USA? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a... Alors c'est toujours pareil, on fait des analyses avec les adresses IP, donc c'est pas toujours très réel, parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent pas qu'on sache qu'ils minent en Chine. Donc parfois, on trouve des adresses de minage en Allemagne. Mais globalement, retenez qu'il y a autour d'un tiers aux États-Unis, autour d'un tiers en Chine. Et je pense que les Russes sont gentiment en train de monter vers les 20%. Voilà. Et après, le reste, vous allez retrouver un peu du Kazakhstan, vous allez retrouver l'Afrique. Beaucoup de minage en Afrique. Ouais. Beaucoup de minage en Afrique. Et puis un petit peu en Amérique du Sud. Est-ce qu'on peut se dire, moi j'aimerais bien miner du Bitcoin? Oui. Alors, pour miner du Bitcoin, sacrée puissance de calcul. Il faut une machine dédiée. Ouais. Il faut pas en France et pas en Europe. Notre électricité est beaucoup trop chère. Il faut de l'électricité pour que ça soit rentable, qui soit entre 7 et 8 centimes maximum. Et idéalement, c'est bien quand vous êtes dans un pays qui a des extra-capacités. La France a des extra-capacités, mais l'électricité est trop chère. Donc vous allez vous adresser à un spécialiste français, il y en a 5 ou 6, qui vont vous vendre une machine, qui vont la faire travailler pour vous dans un pays de votre choix. Ouais. Vous pouviez parler d'Auxerre à ce niveau-là. Alors, à Auxerre, on a trouvé, il y avait notamment 3 d'entre eux qui étaient présents et qui proposaient de miner. Pour vous donner une idée, on a de l'Islande, du Canada, un peu des États-Unis, on a un petit peu de Paraguay, peut-être de l'Éthiopie, et puis des projets, peut-être proches d'entre nous, puisque la Finlande est en train de devenir le pays européen où on pourrait miner. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Louis-Alexandre Froissart, Laurent Auvion, d'être venus dans BFM Crypto, le club. Vous reviendrez? Oui, on reviendra, surtout si on est invité. Ah oui, vous êtes invité, évidemment, en permanence. Regardez aussi notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, vous nous posez vos questions, même les questions les plus basiques sur votre accession au Bitcoin et aux crypto actifs. On répond à vos questions le jeudi, tous les jeudis. Vous nous écrivez, évidemment. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Semerer. C'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.